Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, nous avons eu l'honneur d'échanger avec Jeanne Massa, la CEO et cofondatrice d'Habiteo. Jeanne Massa a eu toutes les expériences professionnelles possibles et imaginables, puis elle est repartie de 0 à 45 ans et a fondé Habiteo, qui propose une rencontre entre la réalité virtuelle et l'innovation digitale pour créer une solution de vente et marketing unique à l'immobilier neuf. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David. Bonjour Jeanne, comment ça va ? Bonjour, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Ravie. Donc j'ai vu qu'à 45 ans, vous êtes reparti de zéro et vous avez tout quitté. Vous avez quitté La Fourchette et ensuite vous avez co-créé Habiteo. Comment on fait pour tout recommencer à zéro et d'où vient cette détermination ? Bon, l'envie, j'ai toujours, depuis toujours, en fait, je prends mes postes comme si c'était mes boîtes. Et c'est vraiment cette partie-là. Sur La Fourchette, je pense que j'étais arrivée à la même chose, ça faisait 4 ans. On était à un tournant aussi. Vous savez que La Fourchette a été vendue après. Donc c'était vraiment un tournant. Quand je dis tout quitter, c'est que déjà pour La Fourchette, on était parti vivre en Espagne. Et effectivement, c'est Denis Failleul qui est venu me proposer le projet. Et je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. Donc c'était le bon moment. C'était le bon moment, entreprendre. Je me suis posée quand même parce que ces aventures-là, c'est pas des aventures qu'on fait tout seul. Bien sûr. Donc j'ai assis mon mari. Les enfants étaient un peu trop petits pour dire, de toute façon ils auraient dit oui maman. Voilà. Ils étaient un peu trop petits à l'époque. Mais voilà, mon mari m'a dit allez go, je suis derrière toi, vas-y. Une belle expérience au final. Très belle expérience, aucun regret. Et ça, c'est une des choses qu'il faut garder dans la vie. Ne regrettez pas, donc allez-y. Donc vous avez une vie bien remplie, vous avez eu beaucoup d'expériences. Et afin de mieux vous connaître, j'aimerais commencer par votre passé, puis parler de votre parcours. Vous êtes française d'origine italienne. Où avez-vous grandi et quelle était votre passion quand vous étiez plus jeune ? Je suis née à Rome. À Rome ? En Italie. J'ai grandi en Haute-Savoie. Sur les bords du lac Léman, un petit village qui s'appelle Exenve, au milieu de la campagne, qui est juste génial. Et quelle était ma passion ? J'en avais plusieurs. J'adorais lire, la danse. Je rêvais d'être danseuse et d'être médecin. Voilà. Ah oui, donc voilà, rien à voir. Quelles étaient les valeurs que vous avez reçues pendant votre éducation qui font de vous qui vous êtes aujourd'hui ? La première des valeurs, c'est la famille. C'est très important dans les familles italiennes, c'est très souvent. Important dans la latinité, dans tout le... Et effectivement, c'est une part... voilà, on se construit aussi par nos racines et après... moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui s'entend bien. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Donc voilà, alors on est dispatché un petit peu partout en Europe. Mais on a toujours plaisir à se retrouver comme si c'était hier. On a grandi ensemble. On est une bande de cousins qui avons joué à la guerre des boutons quand on était petits. Et donc, du coup, ouais, voilà. C'est une grosse famille. Ça fait... c'est pas si des grosses familles, mais oui, quand vous mettez la France et l'Italie, ça fait une belle famille. Ouais. Voilà. Et deuxièmement, vous m'aviez dit... les valeurs. Les valeurs, voilà. La famille d'abord et ensuite le travail. Mon père a lancé sa boîte. Il a toujours travaillé, ils ont toujours travaillé tous les deux, mes parents, et c'était important. Et effectivement, petite, on allait donner des coups de main par-ci, par-là. Et après, le fait de venir d'une famille italienne qui est une famille de paysans, moi je partais en vacances et je voyais mes cousines qui se levaient à 5h du matin pour aller au champ et qui ensuite venaient avec nous à la plage et qui devaient quand même se battre pour étudier. Donc voilà, ces valeurs-là sont quand même extrêmement importantes. Le travail, ça fait partie de la vie, c'est une vraie valeur qui nous a été inculquée. Donc vous avez fait Sciences Po à Grenoble, n'est-ce pas ? Oui. Et entre les cours, vous avez travaillé à la radio italienne locale. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? C'était un job étudiant. Ouais, c'était un job étudiant, mais après c'était sympa, c'était marrant, c'était pour parler italien. J'avais mon émission qui s'appelait Tiramisu.
Voilà, c'était pour remettre tout le monde de bonne humeur le matin avec de la musique, des anecdotes. Et puis j'avais des petits vieux qui m'emmenaient, qui me disaient on t'emmène avec nous dans le jardin. Enfin, voilà. C'était marrant. C'était marrant. Vous ne terminez pas votre doctorat et vous êtes recruté par un magazine de tourisme en cours de lancement. Pourquoi le journalisme et cette expérience vous a-t-elle plu ? Alors, journaliste, ça faisait quand même partie de mes rêves. En plus, Ok. je vous ai dit médecin. Médecin, danseuse. Danseuse, voilà. Dernier, mais qui est venu un petit peu plus tard. Quand j'étais enfant, c'était vraiment médecin-danseuse. Un petit peu plus tard, vers 18 ans, je lisais beaucoup. J'avais une journaliste qui m'avait servi de modèle quelque part, Oriana Fallaci, une Italienne qui était journaliste reporter de guerre et qui a rencontré plein de monde et fait des choses assez extraordinaires. Et oui, curiosité, c'est pour la curiosité. Le journalisme, je me disais, je vais pouvoir... je m'intéressais à tout ce qui se passait dans le monde, voilà, oui. Donc ça a été la première étape. Et effectivement, j'ai été recrutée dans ce magazine tout en ayant fait pendant quelques mois des papiers toute seule et m'étant battue avec un groupe de freelance, de pigistes pour aller vendre nos papiers qui étaient un peu plus... on était voilà, avec de l'ambition. J'ai fait des papiers que j'ai réussi à placer sur le travail clandestin, des enfants, sur des choses... À ce moment-là, j'étais avec une idée, avec mes idéologies, j'ai envie de changer Jeune, le monde, avec envie en tous les cas, d'apporter une vraie vision du monde, ouais. Donc après cette expérience, vous avez eu l'opportunité d'intégrer un groupe de musiciens cubains en tant qu'attaché de presse. Avez-vous toujours aimé la musique cubaine et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Alors, j'ai toujours aimé l'Amérique latine. Ça faisait partie... j'ai eu un prof qui était un des proches de Allende au Chili. Je suis partie de ma première année de Sciences Po à la fin de l'année, plutôt que d'aller... comme d'autres en Angleterre, etc. Je suis partie en Amérique latine. Pour un échange universitaire ? Non, comme ça. J'ai trouvé, c'était pour passer l'été. J'ai trouvé des organisations, une association d'ailleurs féministe aussi, et pour lesquelles je pouvais travailler bénévolement. Et voilà, donc j'ai porté ça. L'Amérique latine m'a toujours intéressée. La musique, bien sûr. Donc toute la musique d'Amérique latine. Et après, effectivement, j'ai découvert la musique cubaine. Et là, je suis tombée amoureuse de la musique cubaine. Donc après ça, en 1998, vous avez créé une structure de production de spectacles qui n'a malheureusement pas eu de succès. Et donc afin de rembourser toutes vos dettes, vous avez accepté un travail chez France Télécom et vous avez gravi petit à petit tous les échelons. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail ? Le management peut-être ? Oui, au début, c'était vraiment... j'ai regardé quel est le premier... je faisais mes petites annonces. Ça demande 3 langues, ça paye à peu près correctement. C'était un call center, je suis rentrée dans le call center. En 2 mois, effectivement, j'avais pris la tête du plateau. Et qu'est-ce qui est passionnant ? C'est une activité... Alors, ce qui était intéressant, c'est que d'abord, c'est des activités 24/24 qui ne s'arrêtent jamais. Les call centers, ça semble des petits boulots et en fait c'est plein de process, ça demande de rentrer dans chaque activité. J'avais 18 clients qui allaient des pompes funèbres aux produits de beauté, rien à voir, choses qui n'avaient absolument rien à voir, et pour chacun d'entre eux il fallait apprendre des choses et des compétences, les mettre en place. Et puis ça va tellement vite que en fait vous devez recruter massivement pour des campagnes, etc. Vous n'avez pas le choix de dire je fais appel à des compétences, donc il faut former les gens. Moi, je me rappelle on rentrait, j'avais 20 personnes, j'avais besoin de 20 personnes. Et je leur donnais quels sont les horaires que vous pouvez faire, ça. Oui, ça et après, à ces gens-là qui arrivaient, et souvent sur des petits boulots, des premiers boulots, et effectivement, c'est pas des gens qui ont fait des études, mais c'était... Ils ont envie de travailler... Oui, alors pas tous. Mais, mais oui, bien sûr. Et après, c'était extrêmement marrant d'avoir la casquette à l'envers, le short ou le jogging remonté. Et quand ils s'installaient, ils disaient « Bonjour madame ». Donc, quand ils s'asseyaient face à leur truc et qu'ils enfilaient leur casque, ils arrivaient à changer de langage. Et ça, c'était juste une belle réussite. Et petit à petit, la même chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est encore des endroits où il y a un ascenseur social. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas quoi que ce soit, peuvent arriver à des postes à responsabilité de manière très très rapide, etc.
ce qui me tenait à cœur, c'était ça, c'était de pouvoir trouver quelles étaient les compétences des gens, de pouvoir les faire évoluer. Donc oui, bien sûr, c'est du management. En 2002, l'opérateur revend le call center et vous êtes embauché chez Pizza Hut. Quelle était votre fonction et comment êtes-vous arrivé dans cette entreprise ? Alors d'abord, c'était nos clients. Et c'est parce C'était que vos clients, d'accord. c'était les clients de l'opérateur pour la partie des services clients. Et ils cherchaient, suite au départ de l'opérateur, ils cherchaient quelqu'un pour reprendre les services clients. Je revenais de congé mat, j'avais eu mon premier enfant. Et du coup, je m'étais donné 6 mois pour mon fils. Et juste à la fin, j'ai un coup de fil. On me dit, voilà, Pizza Hut est en train de chercher. Est-ce que ça peut t'intéresser ? J'ai passé l'entretien. Et j'ai repris la tête d'abord du service client, ensuite du service communication, ensuite pour Pizza Hut et KFC, et puis ensuite j'ai pris la tête j'ai pris la tête du marketing, voilà. Donc la même chose, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin chez Pizza Hut, et avec des choses assez extraordinaires. J'ai eu des équipes super. J'ai monté le premier serveur vocal interactif de paiement. Ça vous dit peut-être rien. Non, mais qu'est-ce que c'est ? à l'époque, c'est simplement quand vous appeliez Pizza Hut pour pouvoir payer par carte bancaire, Oui. au téléphone, pour que vous n'ayez pas donné vos numéros de carte à quelqu'un, il vous passait sur un serveur vocal, et c'est le serveur vocal qui prenait tout ça. Et ça a été le prémisse, parce que c'était un serveur de paiement, ça a été le prémisse du lancement du site internet puis de livraison de pizza, et c'est le premier site de livraison de pizza au monde qu'on a monté et qu'on a lancé avec Pizza Hut. Vous en êtes fier ? Ouais, clairement, parce que ça n'a pas été simple, parce qu'on avait un premier prestataire qui nous faisait les développements, et qui avait été choisi avec les États-Unis, Pizza Hut étant une société américaine, qui nous a laissé tomber. Et du coup, on a eu une grosse réunion avec les États-Unis. Et en plus, c'est au Texas, donc et on a eu cette grosse réunion, et j'ai dit non, il nous faut, laissez-nous la latitude. La France va le faire, on le fait en premier, on va tenir nos délais. Il nous restait 2 mois pour sortir le site, mais par contre, on le fait avec quelqu'un qu'on choisit nous, près de chez nous, etc. On était à Nanterre, les sièges étaient à Nanterre. Je trouve une agence de com à 200 mètres du bureau, une équipe jeune super dynamique, et on est parti là-dessus. Et par contre, ça a été 2 mois où on faisait du minuit. Il y a eu beaucoup de travail. Terminé à minuit, on reprenait à 8h le matin, ils nous rendraient des choses à 21h, on leur renvoyait à minuit, ils repartaient à 8h, et ça tournait comme ça, mais en 2 mois, on l'a sorti. Et ça a été un succès. Et ça a été un succès. Et du coup, voilà. Enfin, pour le reste du monde, ensuite déployé sur le reste du monde, c'est quand même assez génial. Ah oui, c'est top. Enfin, vous êtes repéré par les créateurs de La Fourchette. Vous y êtes resté 4 ans. Ouais. Quelles étaient votre mission et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Alors, comme je dis, quand je suis arrivée, j'étais la grand-mère de La Fourchette. C'est-à-dire la grand-mère. J'étais la plus âgée. Ah. Mais parce que c'était vraiment toute une bande de jeunes. Non. Donc oui, ils m'ont pris. Je suis le premier recrutement un peu structurant de la Fourchette à la direction des opérations. Ils m'ont pris justement pour optimiser les process, aussi bien B2B que B2C. Et c'était, j'ai pris une équipe de 20 personnes. En 3 mois, on était 190. On avait déjà déménagé 2 fois. Oui, ça va très vite. Et ça allait très, très vite. Mais c'était vraiment ça, pour soutenir l'hypercroissance. Et ensuite, il a fallu structurer, positionner, etc. Mais dans un premier temps, il ne fallait pas réfléchir, il fallait embaucher, il fallait engranger. Donc, c'était à Barcelone et ça a été une très, très belle aventure. La Fourchette est une belle aventure. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont sortis de cette équipe, que vous connaissez bien, mais des belles boîtes comme Mano Mano, Doctolib, et plein d'autres gens qui sont issus de cette partie-là et qui ont des très très beaux parcours. Et c'est vraiment, c'était une très belle aventure.
Donc en dehors de toutes ces aventures professionnelles, en 2017, vous avez monté un restaurant avec tous vos amis qui s'appelle Friends and Family à Paris. Alors on va remettre les choses dans l'ordre. C'est effectivement 4 personnes. Moi, je fais partie de la famille. C'est Thomas Landais qui était un des cofondateurs de La Fourchette pour la Suisse d'ailleurs, et qui a fait partie de l'équipe La Fourchette, qui a monté ça avec 3 autres personnes. Et effectivement, ils ont été chercher des amis pour pouvoir investir dans le restaurant. Donc, on a chacun apporté quelque chose, investi. Et Friends and Family est tout près d'ici, puisqu'il est cité des Bergères, dans le 9e arrondissement. Et c'est juste topissime. Allez découvrir, un peu bistronomique, sympa. Ok. Très sympa. Allez découvrir. Allez découvrir. Si vous y allez de ma part, vous aurez une boisson gratuite. Voilà. Donc, n'hésitez pas, dites que vous venez de la part de Jeanne. Avec plaisir, ce sera fait. En quoi toutes ces expériences qu'on vient de citer vous aident-elles dans votre quotidien d'entrepreneur et de chef d'entreprise ? Le fait de se tromper sur certaines choses, le fait d'avoir vécu des expériences différentes, ça m'a appris une chose. Il y a toujours des solutions à tout. Quand vous êtes face à un obstacle, il y a toujours la manière soit de le défoncer, soit de le contourner. Et du coup, oui, bien sûr, ça m'aide tous les jours aujourd'hui. Et puis, mine de rien, quand petit à petit, vous emmenez des équipes, moi j'ai des personnes qui sont revenues, que j'ai retrouvées plusieurs fois dans mon parcours professionnel, qui m'ont accompagné sur des bouts, par-ci, par-là, en amenant leurs compétences, donc c'est tout ça, c'est l'expérience en fait, c'est ce que vous êtes à la fin, que vous réussissez j'espère, à transmettre aux équipes qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc après avoir eu toutes les expériences possibles et inimaginables, vous avez tout quitté, comme on l'a dit, à l'âge de 45 ans et vous cofondez Habiteo. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise et de ses caractéristiques ? Oui, bien sûr. Habiteo, on édite des solutions digitales pour optimiser la commercialisation de l'immobilier neuf. Au travers de technologie 3D, on permet aux futurs acquéreurs de se projeter dans ce qui n'est pas encore construit. Donc c'est tout un parcours digital qu'on a mis en place. On l'a lancé ça en 2014. C'est effectivement en première partie pour le résidentiel, mais ça s'applique aussi au monde du bureau ou des commerces. Mais aujourd'hui, la majorité de nos clients sont sur le résidentiel. Ce sont des promoteurs immobiliers, des commercialisateurs, des brokers, voilà, etc. Ou des agences de communication d'ailleurs également. Vous proposez une expérience client 100% digitale. Pensez-vous que l'immobilier est en retard sur la transition numérique ? Alors, l'immobilier est un des derniers secteurs, on le dit, ça a été dit et redit, qui sont arrivés sur la digitalisation. Les fintech, en gros, ont fait les assurances et le secteur bancaire a fait sa digitalisation, et après ça est arrivé la PropTech. Donc, effectivement, c'est un des derniers secteurs à se digitaliser, mais ça fait 5 ans là qu'ils sont vraiment dans une course à on va y arriver, on y va, on veut y aller. Alors après, c'est à l'échelle de ce qu'est leur réalité. Et quand on est dans de la promotion immobilière, par exemple, un projet de promotion, un programme immobilier, ça met 5-6 ans entre le développement, la commercialisation, longues, c'est des phases très très longues. Ils ont ce même timing dans la transformation qu'ils emmènent. Et pourtant, ils innovent à plein d'endroits, parce qu'ils innovent sur la construction, il faut innover sur les matériaux, il faut innover. Donc c'est aussi un secteur qui est extrêmement intéressant, parce qu'il regroupe tellement de corps de métier qu'il y en a partout. Il est important pour Habiteo de fournir une relation client sur mesure. Pourquoi est-ce aussi important pour vous ? Le client est la partie la plus importante de toute façon de toute activité. Je pense que sans la satisfaction du client, aucune boîte ne peut avancer ou aucun produit ne peut s'implanter. Donc oui, bien sûr, le client est au centre du débat. Après,
ce qui est vraiment intéressant dans nos métiers aujourd'hui sur l'innovation, c'est que parfois il faut éduquer le client. Il faut lui montrer qu'il peut faire les choses différemment. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, justement parce qu'il doit changer des choses dans ses habitudes, l'accompagnement est primordial. Donc, c'est vraiment là-dessus, c'est l'accompagner pour lui faire comprendre, pour lui montrer, pour le prendre par la main et pour lui dire voilà comment est-ce que tu peux travailler aujourd'hui, demain, et comment est-ce que tu peux emmener tes équipes, et comment est-ce que tu peux, etc. etc. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre entreprise, s'il y en a eu un ? Oui, bien sûr qu'il y a eu un impact. Je ne pense pas qu'il y ait... tous les secteurs, en bon ou en mal, ont été impactés. Premier impact, nous, on était sur 70% de croissance entre janvier et février 2020. Le mois de mars, il tombe à moins 40%. Comme à peu près tout le monde, voilà, les choses sont passées et ensuite on a résisté. En fait, la majorité de nos clients ont fait 50% du chiffre qui faisait les clients qui étaient implantés chez nous, on fait 50% de moins en chiffre que ce qu'ils faisaient l'année précédente. Et malgré tout, on a tenu. Pourquoi ? Parce que d'autres clients sont arrivés et parce qu'il y a une prise de conscience du fait que on pouvait vendre à distance. On pouvait travailler à distance. Les outils tels que le nôtre permettent. Mais 100% digital. Ouais, donc voilà. Donc maintenant, avant, ils se disaient, on va le prendre de temps en temps. Ils prenaient du Habiteo sur 10-30% de leur activité. Là, ils se sont dit, il faut déployer. On en a besoin partout si on veut faire les choses correctement. Et donc, la digitalisation du parcours client, elle s'est imposée chez tout le monde. Alors tout le monde ne peut pas déployer à la même vitesse, etc. Bien sûr. Mais bien sûr, les choses, ce n'est plus maintenant 30%, c'est 80% de l'activité qui est digitalisée. Donc ce début d'année est juste impressionnant dans la manière dont il a été lancé. Et ce n'est pas du rattrapage. Parce qu'il y en a beaucoup c'est des nouvelles opportunités. C'est des nouvelles opportunités. Et rattrapage, il n'y en a pas sur l'immobilier. Pourquoi ? Parce que le premier impact, nous, on a pris double peine quand même. L'année dernière. Il y avait le Covid, mais avant ça, il y avait le report des élections municipales. Sur la promotion immobilière, par rapport au permis de construire, tout était bloqué depuis déjà 6 mois et on s'est repris encore des mois de report. Donc, et avec les nouvelles, aussi les nouvelles municipalités qui sont arrivées, beaucoup de permis de construire ont été remis en cause. Donc, l'immobilier, il a pris cher sur cette partie-là, mais il a pris cher aussi en disant que tout ce que vont être les projets des prochaines années, là, on va récupérer en 2022. Mais c'est pas 2021, on retrouve les niveaux de 2019. Donc, c'est long. Malgré tout, effectivement, comme nous, on se déploie, on gagne en croissance et on est en croissance. Et on était en croissance en 2020, malgré la crise sanitaire, parce qu'on avait des nouveaux clients, quoi. En quoi la visite virtuelle et les plans 3D que vous proposez sont-ils révolutionnaires ? Alors, c'est pas forcément la visite virtuelle et les plans 3D. C'est vraiment le parcours digital. C'est de se dire, je vais découvrir le bâtiment, d'abord, l'extérieur. Je vais le découvrir dans son environnement, c'est-à-dire réimplémenter dans des vues de drone. Et ensuite, ce qui va être extrêmement important aussi, c'est que vous allez pouvoir rentrer et là, vous allez pouvoir découvrir le bâtiment. Et peut-être plus que tout, ce qui dans l'immobilier n'était pas le cas, c'est que vous avez des disponibilités. Et en fait, vous avez des disponibilités appartement par appartement. Vous avez des prix, vous avez des caractéristiques, vous savez ce que vous achetez. Vous pouvez le trouver avant, sur Internet, avant d'aller en rendez-vous. Oui. Sur le neuf, c'était pas possible. C'était pas ça. Et encore aujourd'hui, quand vous allez sur la plupart des sites internet, des portails immobiliers, vous allez trouver à partir de un appartement 2 pièces, à partir de. Toutes les annonces étaient comme ça. Donc de donner un prix, de dire il est disponible, celui-là il est réservé, celui-là il est optionné. C'était déjà là, c'était la première évolution. Et ensuite, effectivement, le fait de voir.
les gens... On peut se projeter on se projette. plus facilement. On se projette bien sûr, mais en dehors de se projeter, ça veut dire aussi que votre intérêt, il n'est pas seulement de la curiosité. Quand vous allez demander des informations après avoir vu un certain nombre de choses, ça veut dire que vous êtes intéressé. Et donc, on élimine toute partie de curieux. Les leads sont bien plus qualitatifs dans les prospects qui arrivent. Et voilà, donc ça fait effectivement la différence. Et c'est parce qu'il y a tout le parcours, en fait. Donc tous les points qu'on vient de citer, c'est les points forts en fait d'Habiteo. Alors les points forts d'Habiteo, c'est encore différent. Encore différent. Ça, c'est vraiment le parcours client. C'est ce que vous voyez, ce que vous pouvez voir, vous clients et vous acheteurs. Le point fort d'Habiteo, c'est ce qu'on a construit. C'est comment est-ce qu'on arrive à ça. Parce que la 3D, c'est quand même de la production d'images. La production d'images, c'est quelque chose de très artisanal. Parce qu'un bâtiment n'est jamais le même que l'autre. Donc on recommence à chaque fois quelque chose qui n'est pas la même chose. Et en fait, c'est d'avoir industrialisé cette production, c'est d'avoir une technologie qui permet quelque part d'avoir... On mixe aussi différentes technologies, ce qui fait qu'on est beaucoup plus rapide que des studios 3D traditionnels, qu'on est moins cher. Et voilà, c'est aussi ça, la force d'Habiteo. Et c'est ce qui a fait la barrière à l'entrée. C'est une techno, c'est de la logistique, le tout mixé. C'est pas mal. En 2017, j'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds auprès d'Astor et de 2 de vos investisseurs d'origine, Serena Capital et Denise Fayol. Qu'est-ce que cette levée de fonds a changé pour vous ? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de vous développer à l'étranger ? Oui, bien sûr, ça faisait partie, c'était une des thèses de cette levée de fonds, de ces investissements, c'était de se développer à l'étranger. Effectivement, on a ouvert l'Espagne en 2018, fin 2018. 2019, première année, donc on a ouvert le marché ibérique, Espagne-Portugal. 2019, la filiale était déjà rentable. 2020, elle est rentable, même si elle est restée flat. Et là, elle est en train de reprendre de la croissance. Et effectivement, ce sont de belles perspectives. Ouais. Vous avez été nommée ambassadrice du programme French Tech Diversité, qui promeut la diversité sociale entre les hommes et les femmes au sein des startups. C'est un sujet qui semble important pour vous, car vous avez déjà, pendant vos études, fait un stage dans une association qui défend les droits des femmes au Chili, et votre doctorat était sur le destin des femmes sahraouites. Pourquoi êtes-vous aussi investie dans cette cause ? Alors, je pense qu'il y a, qu'on le veuille ou non, il y avait encore des combats à mener pour les femmes. Il y en a encore aujourd'hui. Et même si au début, au lancement d'Habiteo, je m'insurgeais parce que j'en avais... En fait, on me faisait venir sur les tables rondes uniquement pour respecter des quotas. Et la première question qu'on me posait, c'est qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la tech ? Et donc j'avais juste envie de dire, mais bon, et je l'ai dit plus d'une fois, le jour où vous ne poserez pas cette question, je pense que les choses auront avancé. Mais vraiment, je pense malgré tout qu'il y a un point. Alors d'abord, French Tech Diversité, c'est pas seulement la parité, c'est pas seulement homme-femme, c'est aussi diversité sociale, c'est aussi origine, c'est aussi des quartiers issus de quartiers défavorisés, etc. Parce que c'est vrai que dans la tech, vous n'avez pas forcément, on ne retrouve pas toutes les catégories sociales. Donc ça, c'est important de le porter, et ça va au-delà. Pour les femmes, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à combattre. Aujourd'hui, je suis effarée quand je vois que dans les écoles d'ingénieurs, il y a moins de filles aujourd'hui qu'il y en avait en 2013. Je me dis qu'on recule, on est en train de perdre des points. Ouais, c'est vrai, je ne savais pas. On se fait peur. Voilà, donc il y a, je pense que le champ des possibles, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Et on commence à avoir des beaux rôles modèles, on commence à avoir des femmes qui montrent plein de choses. Donc oui, je pense qu'on peut commencer à faire rêver aussi les jeunes. C'est une question d'éducation aussi. Mais la parité, elle n'est pas encore là. Dans la tech, si vraiment vous voulez que je vous dise, il y a 11% de femmes dans les startups tech. C'est rien du tout. Si on prend à la tête des startups, c'est encore moins. Voilà. Si je cumule tech et immobilier, et ben alors là, ça descend encore. Ça descend encore. Voilà. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de messages à porter. Et puis il y a un message aussi d'égalité salariale. Qui est toujours présent. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord qu'on puisse leur donner une opportunité.
Et pour ça, mesdames, il faut se faire confiance. Parce que c'est ça aussi, peut-être qu'elles réclament moins, peut-être qu'elles vont moins chercher. C'était Meka Brunel qui disait que la première question, quand elle allait chercher une femme pour rentrer dans le conseil d'administration, c'était « pourquoi moi ?» alors que la première question de l'homme, c'est et du coup, j'aurai quel salaire et quelle voiture ?» Bah voilà. Oui, donc, plus confiance en soi. Plus de confiance en soi, oui, pour postuler d'abord, parce que les compétences sont les mêmes. Plus de confiance en soi, parce qu'on peut assumer vie familiale et vie professionnelle. Plus de confiance en soi, parce que je pense qu'il faut croire aussi en ses rêves et il faut être capable de les emmener. Après, je pense que, encore une fois, tout est possible. C'est pas fait pour tout le monde. Et fort heureusement. Parce que sinon, il n'y aurait pas de place non plus pour tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est possible et c'est un combat à mener. Et surtout, c'est un combat d'éducation. Et ça, je pense qu'il faut redonner l'envie au sein des écoles, aux filles, d'aller... jusqu'au bout de leurs rêves et de croire en elles. Sur des filières qui, du coup, leur semblent plus complexes, mais sur lesquelles elles peuvent aller aussi. Bien c'est sûr, pas réservé aux hommes. Non, franchement, les filières numériques, ça n'est pas réservé aux hommes. C'est vrai. Donc justement, vous travaillez dans un milieu qui est assez masculin, comme on vient de le dire. Quel a été le plus grand défi que vous avez dû relever en tant que femme à la tête d'une start-up ? Je pense aller chercher des fonds. En tant que femme, vous pensez que c'est plus compliqué ? Il y a peut-être plus de questions, on vous le dira pas. Non, vous le dit pas, bien sûr. Voilà. Et puis maintenant, il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de circuits femmes entrepreneuses. Il y a beaucoup de fonds qui ont des thèses dans lesquelles ils font aussi rentrer de la mixité, etc. Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que quand on s'est lancé, il n'y en avait pas beaucoup. Et ils vont jamais dire que c'est non parce que vous êtes une femme. Mais quand il y avait qu'une femme face à eux, oui, ça faisait un peu... Quand il y a une femme et un homme, bon, c'est déjà mieux. Oui. Donc vous pensez qu'être une femme à votre position, c'est un atout ou un inconvénient de nos jours ? Eh bien, il faut en faire un atout. Voilà. C'est le transformer en atout. Bah oui, j'ai pris, quand je disais, on m'appelait pour des quotas, l'opportunité, je la prenais. J'étais sur une table ronde et j'emmenais mon message, de toute façon. Donc oui, ça, c'est de l'opportunisme. Après, il faut gagner en crédibilité. Voilà. Et peut-être qu'il y a un peu plus de preuves à faire. Et ça, il y en aura toujours. Mais dans tout mon parcours, ça a été comme ça. On m'a demandé de faire, quand on m'a offert la direction marketing de Pizza Hut, un salaire qui était la moitié de mon prédécesseur. Quand j'ai demandé une augmentation, on m'a dit « tu dois faire tes preuves ». Alors que ça faisait déjà... ils me sont venus, c'est eux qui sont venus me choisir, etc. Voilà, bah oui, il faut faire ses preuves. Un peu plus que les autres. Donc pour parler un peu de l'avenir et du futur, quelles sont les envies, les ambitions d'Habiteo pour les prochaines années ? Devenir le leader européen. Une belle ambition. De l'expérience immersive. Et oui, bien sûr. Je pense qu'on en a les moyens. Il y a peu de boîtes qui sont internationalisées sur le secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, on a un produit qui est internationalisable, qui est scalable, une chaîne de production qui est scalable. On a tout ce qu'il faut. On est sur un momentum où on sent très bien il y a un virage qui est en train de se jouer et où l'intérêt est grandissant et où la maturité 3D des pays européens est inférieure à celle de la France. On le constate en Espagne. Et en Espagne, on est en train de grignoter et d'amener un certain nombre de choses. Je pense qu'il n'y a plus qu'à avancer, quoi. D'après vous, quelles vont être les prochaines mutations digitales dans le secteur immobilier ? Il y en aura beaucoup. Hein ? Oui, je pense qu'il y en a encore un certain nombre, mais c'est vraiment, je pense que dans tout ce qui est, alors je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui dans ce qui est la réversibilité des bâtiments, dans ce qu'est l'après-vie, le calcul de ce que va être le coût de la destruction. Et dans tout ce qui est les calculs d'énergie, en fait,
Il y a beaucoup de choses à faire. Quand on se rend compte qu'on va prendre je ne sais combien de degrés en chaleur dans les 20-30 prochaines années, sur des villes telles que les nôtres, réfléchir à comment est-ce qu'on les construit et qu'est-ce qu'apporte le bâtiment de demain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Donc les innovations, il y en a pléthore, mais effectivement, la partie environnementale, sociétale va jouer un rôle énorme. Ouais. Quels sont vos prochains futurs, peut-être une reconversion, un voyage, plus généralement, personnellement, professionnellement? Alors, professionnellement, je ne me vois pas me reconvertir aujourd'hui, en toute sincérité. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec Habiteo et plein de choses à emmener. Oui, voyage, perso. En famille. Juste, là, il y a besoin d'un petit peu de vacances. Je pense comme tout le monde, on n'en a pas forcément fait depuis un peu plus d'1 an. On vit dans un... En plus, en tant qu'entrepreneur, on a vécu des montagnes russes, donc voilà, c'est des choses qui sont prenantes. Donc oui, il y a 2 semaines de repos à côté de Rome avec toute la famille. Sympa. Ouais. Vraiment, ça va être en sympa. Italie. Ouais. Exactement. Quel est le projet que vous rêveriez réaliser si vous aviez vraiment le champ des possibles ouvert à vous? Le champ des possibles ouvert à nous. Non, ce que je peux vous dire, c'est mes envies pour la retraite. À la retraite, je pense que je ferai une maison, où je recevrai tous mes amis. Voilà. Et dans laquelle un beau projet. Il y aurait une salle de spectacle avec de la musique, il y aurait de la bonne bouffe et voilà, une maison d'hôte un peu particulière. Tous les sujets qui vous animent réunis dans une maison. Exactement. Donc, pour la dernière question, nous avons créé ce podcast dans le but d'inspirer les gens et de leur redonner envie de croire en demain. Est-ce que vous avez un conseil ou une citation à nous partager ? Alors, ça reprendra ça. Je crois que c'est Martin Luther King qui disait croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Voilà. Et après, une autre d'Oscar Wilde, si je dois les prendre, c'est que visez la Lune. Si vous échouez, au moins vous arriverez dans les étoiles. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et on vous souhaite toute la réussite possible avec Habiteo et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.